Merci, cher ami. Je voudrais d'abord dire que moi, c'est aussi Panou Panou. Il n'est jamais aisé de prendre la parole après un aussi brillant orateur que le ministre Djombo. Et je prenais religieusement des notes, tellement c'était édifiant. Je voudrais en fait profiter de cette opportunité d'ailleurs pour saluer le leadership de la République du Congo tout au long de l'année dernière, tant au niveau des experts qu'au niveau ministériel, qu'au niveau des chefs d'État, puisque c'est ce pays qui avait piloté le processus de la position commune africaine en allant à Rio. Donc lorsqu'on prend 54 États africains avec des niveaux différents de développement, avec des priorités différentes, avec une structuration socio-économique différente, arriver à les faire arriver à une position commune africaine, cela n'est pas aisé. Et donc je profite de cette opportunité pour féliciter nos frères du Congo-Brazzaville. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Je voudrais ensuite, à ma décharge, bien expliquer que moi je suis un expert du climat. Il y a 20 ans à Rio, 3 conventions fortes, ambitieuses ont été adoptées. Une qui portait donc sur le climat, l'autre sur la désertification et l'autre sur la diversité biologique. Je ne suis pas un expert en développement durable comme tel, mais plus vers le climat. Donc souffrez donc que l'emphase de mon intervention soit mise sur les questions climatiques. Je crois que lorsqu'on parle de développement durable, il faut partir d'un constat amer. Aujourd'hui, l'humanité utilise une planète et demie pour la génération de ses ressources, pour la gestion de ses déchets. Cela veut dire que pour une année d'utilisation des ressources que nous faisons, cela nécessite 1 année et 6 mois pour que la planète puisse régénérer ses ressources. Il y a 50 ans, nous utilisions une demi-planète. Aujourd'hui, nous sommes à une planète et demie. Et à l'horizon 2030, nous utiliserons 2 planètes. Or, nous savons que nous n'avons qu'une seule planète. Donc, je pense que le développement durable est une nécessité absolue. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. Il y a 20 ans, à Rio, nous avons donc adopté de grands principes. Il s'agissait donc d'adopter des objectifs du millénaire pour le développement durable. Il s'agissait d'adopter des principes de pollueur-payeur. Il s'agissait de respecter la souveraineté des États, d'avoir une responsabilité commune mais différenciée, puisque nous nous sommes développés de manière différente et nous n'avons pas chacun la même responsabilité vis-à-vis de la planète. Il s'agissait également de préserver l'intégrité des écosystèmes. Le message du ministre Djombo, je crois, peut être résumé en un mot: la gouvernance. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en termes de gouvernance internationale environnementale? Après 20 ans, on se rend compte que le constat est malheureusement quelque peu amer. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans au sommet du développement durable de Rio, où on a fait une évaluation de Johannesburg, excusez-moi monsieur le ministre, oui, de Johannesburg, où on a fait une évaluation du processus, évaluation que nous avons de nouveau fait à Rio. Et à Rio, en fait, nous nous sommes retrouvés autour d'une table entre 194 États qui chacun avait ses propres intérêts nationaux, qui chacun avait ses propres objectifs de développement. Heureusement que le groupe africain était un groupe qui faisait bloc, qui parlait d'une même voix pour les 54 pays. Mais nous nous sommes retrouvés donc dans une situation où il ne s'agissait plus de discuter de questions environnementales comme telles, mais nous nous sommes retrouvés dans une situation où il s'agissait en sous-bassement de discuter de questions de compétitivité économique, d'influence géopolitique. Et cette discussion, en fait, nous emmène en dehors de la sphère aujourd'hui de l'environnement à proprement parler. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, en tant qu'Africain, il n'est pas aisé d'aller dans ces discussions, dans ces négociations sur le climat, sur l'environnement.
Parce qu'en tant qu'Africains, nous avons une responsabilité très limitée sur les effets néfastes sur notre environnement. Donc, souvent, nous sommes émotionnels. Parce que nous savons que si nous continuons sur la même tendance d'hausse des effets, des émissions de gaz à effet de serre, le stress hydrique ira grandissant, ce qui mettra des populations sur la route, ce qui créera des conflits. Donc, il y aura un conflit entre des États, entre des populations, suite à un changement climatique auquel ces États n'auront même pas contribué. Il y a également un problème de productivité agricole qui se crée. Il y a des terres qui ne sont plus arables. Il y a une série d'études qui sont là, qui, de manière objective, établissent les effets néfastes qu'il y a donc sur notre environnement immédiat. Il y a également des études économiques qui nous montrent que lorsqu'on emprunte un développement plus sobre en carbone, cela a un coût additionnel, certes, dans un premier temps, mais ce coût peut être résorbé dans un horizon relativement court. Dans 5 à 10 ans, un pays qui aura mis en œuvre des mesures ambitieuses de réduction de ses émissions peut rattraper la courbe qu'aurait eu son développement sans avoir pris ces mesures ambitieuses. Donc c'est cela, je pense, quelque chose d'encourageant qui montre qu'une alternative qui porterait sur une stratégie de développement basée sur une meilleure gestion de ces ressources naturelles est une alternative qui est viable. Aujourd'hui, quel est le rôle de la francophonie? Lorsque je vais dans les négociations sur le climat, à part le discours d'ouverture qui se fait en français et qui est traduit dans toutes les 6 langues des Nations Unies, les négociations se tiennent en anglais. Lorsque je regarde la France, notre grand partenaire de la francophonie, je me rends compte que son premier partenaire parle une langue différente du français, c'est l'Allemagne. Lorsque je regarde un autre grand partenaire, je me rends compte que le Canada a pour plus grand partenaire les États-Unis, qui ne parlent pas le français non plus. Donc, quelle est la place du français? Quelle est la place de la francophonie? Et je crois que le ministre Jomo, en fait, très bien circonscrit quel serait le rôle de la francophonie. La francophonie serait donc ce cadre qui permettrait un échange entre des pays qui ont en commun le français, mais qui irait au-delà de ce lien linguistique, culturel, pour pouvoir procéder à des échanges d'expériences, des échanges de connaissances. Donc je pense que la francophonie peut véritablement nous aider à jouer ce rôle-là. Je vais être relativement court pour permettre aux amis de poser des questions. Je voudrais en fait, comme point de chute, un tout petit peu parler de la RDC quand même. Nous savons que la RDC, malgré toutes ces difficultés, malgré tous ces défis, est résolument engagée dans une voie de développement durable. La priorité de la RDC demeure bien entendu la réduction de la pauvreté, mais cette réduction de la pauvreté peut se faire à travers des politiques réfléchies, cohérentes, qui visent à avoir un impact moins violent sur l'environnement. Il a été dit que la RDC est un paradis pour les électriciens. La RDC a un potentiel de 100 000 mégawatts en termes d'hydroélectricité. Le seul site de Inga est un site dont le potentiel est évalué à 44 000 mégawatts, 44 gigawatts, c'est-à-dire 2 fois le potentiel du barrage des 3 Gorges en Chine. Donc la RDC peut aider à elle toute seule peut aider plusieurs économies africaines, le Nigeria, l'Afrique du Sud, à se détourner de la voie de développement dans laquelle ils sont, qui est fortement dépendante des ressources fossiles. L'Afrique du Sud dépend énormément du charbon. On pourrait aider à décarboniser l'économie sud-africaine si on développait ce potentiel d'Inga. 70 millions de Congolais, c'est beaucoup. Il n'y a que 6% de ces 70 millions de Congolais qui ont accès à l'électricité. Donc, 94% de 70 millions de Congolais se tournent vers la forêt pour leurs besoins d'énergie. Donc, il faut donc trouver des solutions
Le grand Inga ne pourra pas solutionner cette demande, mais la RDC est irriguée par des rivières, des fleuves, et la RDC peut, en somme, avoir différents projets qui aideraient à décentraliser la dépendance électrique. Qui plus est, pour toucher sur un des éléments dont le ministre a parlé, le besoin de sécurité, le besoin de stabilité. La RDC est entourée de 9 voisins. La RDC pourrait faire des projets intégrateurs hydroélectriques qui donneraient de l'électricité à ses voisins. Et lorsqu'on dépend de son voisin, eh ben, on n'attaque pas ce voisin. Donc, à travers une meilleure gestion de nos ressources, nous pourrions effectivement participer à un effort de stabilisation de la région et de la sous-région. Alors, la RDC, c'est 0,2% de déforestation annuelle. Ça paraît peu, mais sur 10 ans, c'est quand même 3,7 millions d'hectares de forêts déboisées. C'est la superficie de la Hollande. Donc, il faut entreprendre des actions ambitieuses pour lutter contre cette déforestation. Et c'est là que nous nous engageons aujourd'hui dans un nouveau partenariat dont le ministre a parlé, un partenariat qui est un partenariat décomplexé, où nous disposons de la ressource forestière et nous invitons les pays développés qui disposent de la ressource financière de venir pour qu'ensemble nous puissions préserver la forêt. En vous rappelant que 20% des émissions globales de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation. 20% du problème peut constituer 20% de la solution. La dernière fois que j'ai vérifié, la RDC n'avait pas envoyé de fusée dans l'espace, ni de satellite. Donc les images satellitaires pour nous aider à gérer cette forêt, nous en avons besoin. Nous pouvons donc nous adresser aux partenaires qui ont ces technologies-là. Et bien entendu, comme le ministre Djombo l'a dit tout à l'heure, le renforcement des capacités. C'est essentiel pour que l'on puisse gérer de manière plus responsable cette grosse ressource que nous avons et qui contribue à stabiliser le climat mondial. Merci.